Dans ce second épisode, nous allons parler de la théorie de la valeur travail. Repartons probablement de ce qui constitue le début de l'interrogation marxiste. Marx décrit et analyse le capitalisme parce qu'il espère, par sa compréhension de la manière dont il fonctionne, observer ce qui sous-tend un rapport de force entre les classes sociales. En particulier, il s'intéresse à ce qui lui semble être un paradoxe. Les masses laborieuses qui travaillent toute l'année pour produire les marchandises de grandes industries sont démunies, tandis que les bourgeois qui détiennent les moyens de production semblent vivre dans l'aisance alors qu'ils ne participent pas à la production de ces marchandises. Marx analyse donc le capitalisme pour répondre à cette question et comprendre en particulier comment se crée la valeur dans un système capitaliste et comment la bourgeoisie parvient à la capter. L'analyse de la création de valeur qu'opère Marx n'est pas nouvelle, comme je l'avais indiqué dans l'introduction de cette série. Marx reprend une analyse d'Adam Smith sur ce point. Ce qui est nouveau, c'est comment Marx utilise cette analyse de la création de la valeur pour établir une théorie de captation des profits par une classe possédant les moyens de production. Marx s'intéresse à des marchandises qui sont fabriquées en masse dans la finalité d'être vendues et qui possèdent une valeur d'usage. Cette valeur d'usage signifie simplement que ces marchandises répondent à un besoin. Ils remplissent une fonction pour leurs acheteurs. Dans le cas où ces marchandises sont achetées, elles le sont à un certain prix que Marx qualifie de valeur d'échange. Et ce prix lui-même comporte une part de coût de production et une marge. Rien de très différent de ce que nous observons tous au quotidien jusque-là. L'ajout de Marx sur cette question est de considérer que la valeur est essentiellement créée par la force de travail qui intervient dans la création d'une marchandise et que le capitaliste, qui détient les moyens de production nécessaires à la création d'une marchandise, vole celui qui vient de fournir sa force de travail de la valeur qu'il a générée. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment plusieurs écoles de pensée ont fait évoluer la réflexion sur la valeur travail marxiste et pourquoi, en définitive, ce n'est pas nécessairement une base solide quand bien même on voudrait théoriser la captation des richesses par la bourgeoisie. Historiquement, les premières réfutations de Marx se concentrent sur la problématique de la subjectivité de la valeur que j'avais déjà brièvement évoquée en introduction de la série. Il se produit avec les théoriciens marginalistes comme Léon Walras, ce qu'on a qualifié par la suite de révolution marginaliste dans le monde de l'économie. Chez Marx, la valeur d'usage d'une marchandise est perçue comme fixe pour un acheteur. Un acheteur a besoin d'une bouteille d'eau pour boire ou il n'en a pas besoin. Et s'il en a besoin, alors il en a besoin pour une valeur d'usage donnée. Mais les marginalistes tombent sur un paradoxe. Pourquoi certaines marchandises très rares ont une valeur d'échange si grande alors qu'elles n'ont qu'une faible valeur d'usage? Ils établissent, à partir de cette question, une théorie dite de la valeur marginale. Prenons par exemple un sportif qui vient de finir un semi-marathon. Il va acheter des bouteilles d'eau après sa course, mais la valeur d'usage de ces bouteilles va décroître à mesure qu'il aura satisfait ses besoins prioritaires. On peut se le figurer comme une pyramide de Maslow des besoins. Le sportif va d'abord boire pour se réhydrater et ne pas tomber dans les pommes, ce qui est un besoin vital. Puis il va se débarbouiller le visage et se rafraîchir la nuque. Et s'il achète d'aventure une troisième bouteille d'eau, ce sera pour des besoins moins importants, comme par exemple supprimer et laver le sable qui est agrippé à ses chaussures. Et donc ce qui se produit, c'est qu'à mesure qu'il remplit chaque strate de besoin, l'usage qu'il fait de la bouteille d'eau change. Et donc la valeur d'usage qu'il attribue à cette bouteille d'eau dépend du nombre de bouteilles qu'il possède déjà. La contradiction à laquelle les marginalistes aboutissent est donc la suivante. D'un côté, nous avons la valeur d'une marchandise qui est supposée déterminée par des paramètres de production et de marché, c'est-à-dire un rapport d'offre et de demande, et de l'autre, nous avons des acheteurs dont l'estimation de la marchandise dépend non pas tant de la quantité disponible sur le marché ou de la qualité de la marchandise que de leur consommation individuelle et de la quantité de marchandises qu'ils détiennent éventuellement déjà. Je vous laisse le soin de creuser cette réfutation marginaliste qui semble être mieux documentée et assez connue en France. Par exemple, le youtubeur Droitard Fragile a sorti une vidéo où il aborde ce sujet la semaine dernière, donc je vous la mets en description, elle est assez complète et bien pensée, donc voilà, allez la voir et nous allons passer au prochain point de tension. À la toute fin du 19e siècle, Baumbauer monte sur le ring pour critiquer directement l'économie telle que présentée par Marx. Il s'appuie notamment sur une autocontradiction de Marx entre la définition de la valeur au Capital volume 1 et au Capital volume 3. Nous aurons le temps d'y revenir plus loin, mais la valeur définie dans le Capital volume 1 fait intervenir le temps de travail dit socialement nécessaire. Je laisse à Thomas Sowell, dans son livre qu'il avait écrit sur le marxisme, le soin de vous expliquer cette contradiction parce qu'il me semble qu'il l'explique plus clairement que Baumbauer lui-même dans son texte. La quantité de travail qui représenterait une allocation optimale et produirait en même temps un équilibre des prix a été appelé par Marx le travail socialement nécessaire. Ce travail comporte deux composantes distinctes, l'une technologique et l'autre économique. Tout d'abord, la composante technologique. Le temps de travail socialement nécessaire est celui
celui qui est requis pour produire un article dans les conditions normales de production et avec le degré moyen d'habileté et d'intensité qui prévaut à l'époque. Ensuite, la composante économique, où le travail nécessaire est défini par Marx comme seulement le temps de travail qui est requis pour la satisfaction du besoin social, la demande. Par exemple, citation de Marx, supposons que chaque pièce de linge sur le marché ne contienne pas plus de temps de travail que ce qui est socialement nécessaire. Malgré cela, toutes ces pièces, prises dans leur ensemble, peuvent avoir fait l'objet d'un temps de travail superflu. Fin de citation de Marx. Le travail socialement nécessaire a été défini par Marx comme la valeur. Il s'est référé à plusieurs reprises à cette définition de la valeur et nulle part à une théorie de la valeur en dépit d'une littérature interprétative volumineuse et non documentée qui prouve le contraire. La tradition économique classique, notamment Adam Smith et David Ricardo, avait pour théorie que les marchandises avaient tendance à s'échanger proportionnellement à leur coût de main-d'œuvre, mais selon Marx, dans le premier volume du Capital, les prix moyens ne coïncident pas directement avec les valeurs des marchandises, comme le croient Adam Smith, Ricardo et d'autres. Les valeurs définitionnelles égales au prix empirique étaient un postulat servant de point de départ à l'analyse de la première approximation du premier volume, mais n'était pas une théorie à prouver ou à réfuter. Lorsque Marx parvient à sa dernière approximation sur le sujet dans le volume 3, il peut dire que ce n'est que sous une forme vague et dépourvue de sens que l'on nous rappelle encore le fait que la valeur des marchandises est déterminée par le travail qu'elles contiennent. Fin de citation de Thomas Sowell. Une partie des économistes marxistes considèrent que Bombauer a juste profité d'une évolution de Marx pour trouver une facile contradiction à utiliser sans remettre en question profondément la théorie marxiste. Mais c'est peut-être pour eux s'en tirer à bon compte car Bombauer souligne aussi que Marx restreint son analyse à un type très précis de marchandises qui ont toute la particularité de nécessiter une forte contribution de travail humain, ce que Bombauer considère être un problème méthodologique. Voici un extrait de son livre de 1896 sur la critique du marxisme. Mais comment procède Marx? Dès le début, il ne filtre que les choses échangeables qui contiennent la propriété qu'il veut finalement éliminer comme facteur commun, et il laisse toutes les autres à l'extérieur. Il agit comme quelqu'un qui voudrait absolument faire sortir une boule blanche d'une urne et prend soin d'assurer ce résultat en ne mettant dans l'urne que des boules blanches. C'est-à-dire qu'il limite d'emblée le champ de la recherche de la valeur d'échange aux seules marchandises, entre guillemets. Ce faisant, il forme une définition plus étroite que celle des produits vendus, bien qu'il ne la détermine pas clairement, et la limite aux produits du travail par opposition aux dons de la nature. Or, il va de soi que si l'échange signifie réellement une égalisation, ce qui suppose l'existence d'un facteur commun de même quantité, ce facteur commun doit être recherché et trouvé dans toutes les espèces de marchandises qui sont mises en échange, non seulement dans les produits du travail, mais aussi dans les dons de la nature tels que le sol, le bois des arbres, les forces hydrauliques, les gisements de charbon, les carrières de pierre, les réserves de pétrole, les eaux minérales, les mines d'or, etc. Ce passage a l'intérêt de rappeler aux marxistes qui ont tendance à l'oublier que la nature produit d'elle-même de la valeur. La nature produit sans assistance humaine toutes sortes de champignons, de fruits sauvages, de racines savoureuses ou de légumes, sans parler des viandes et des poissons. Celui qui veut manger des cèpes doit certainement les trouver dans les mousses de la forêt, mais il ne les plante pas et il ne les arrose pas. Il y a même certaines espèces si prolifiques qu'on les dit invasives, comme les ronces qui donnent les mûriers. La critique de Bombauer s'arrête également sur de nombreux détails d'ordre économique, notamment les forces qui permettent de déplacer un point d'équilibre de l'offre et de la demande qui sont mal expliquées par Marx et l'élasticité des lois d'offre et de demande qui ne sont pas envisagées par le capital. Il me semble que ces points sont secondaires dans ce débat, donc je vous laisserai aller lire le livre de Bombauer par vous-même si vous souhaitez compléter cette compréhension. Quelques 50 années plus tard, le penseur Karl Polanyi réfute à son tour l'analyse économique marxiste, mais en attaquant Marx sur le terrain inattendu de l'humanisme. Il faut dire que le contexte économique a changé et donné tort à Marx sur une part de ses prédictions. Tandis que Marx anticipait une baisse continue de la rémunération du travail sous l'effet de l'industrialisation et de la compétition, les travailleurs ont acquis un niveau de vie plus confortable que leurs ancêtres. Sur le plan philosophique, en revanche, l'évolution est moins rapide. Karl Polanyi apporte donc une nouvelle pierre à l'édifice et renvoie dos à dos les marxistes et les libéraux en les critiquant pour leur déshumanisation du travail et des échanges. Il s'oppose notamment au concept d'homo economicus qu'il trouve réducteur car selon lui, il réduit tout homme à la peur de la mort d'un côté et l'appât du gain de l'autre. Polanyi attaque notamment dans son livre phare La Grande Transformation Marx pour avoir émis des hypothèses trop définitives sur le travail au point de le faire apparaître comme une marchandise produite pour être échangée. Ce que souligne Polanyi, c'est que ce que Marx considère se comporter comme des marchandises, notamment la terre et le travail humain, ne le sont pas nécessairement. Par exemple, et pour revenir sur quelque chose de tellement tangible que vous allez forcément comprendre de quoi il s'agit, si
Si moi qui produis cette vidéo, j'ai pris du plaisir à faire le travail de recherche et de rédaction dans la perspective de lire vos retours critiques, il est possible que je n'ai pas vendu ma force de travail à YouTube uniquement pour récolter 20 € de publicité afin de payer assez de coquillettes au beurre pour rester en vie la semaine qui vient. Il est possible que ce travail ait été fait d'une manière un peu moins critique pour mon existence et ma survie que ce que Marx laisse entendre. Voici ce qu'en dit Polanyi: le travail n'est qu'un autre nom pour une activité humaine qui va de pair avec la vie elle-même, qui à son tour n'est pas produite pour être vendue, et cette activité ne peut pas non plus être détachée du reste de la vie, être stockée ou mobilisée. En ce qui concerne le travail, la terre et l'argent, un tel postulat ne peut être soutenu. Permettre au mécanisme du marché d'être le seul directeur du destin des êtres humains et de leur environnement naturel, voire même de la quantité et de l'utilisation du pouvoir d'achat, aboutirait à la démolition de la société. En effet, la prétendue force de travail ne peut être bousculée, utilisée sans discernement, ni même laissée inutilisée, sans affecter également l'individu humain qui se trouve être le détenteur de cette marchandise particulière. En se débarrassant de la force de travail d'un homme, le système se débarrasserait également de l'entité physique, psychologique et morale attachée à cette étiquette. La réfutation de Polanyi penche plutôt du côté de la philosophie que de l'économie. Ce que Polanyi attaque chez Marx, ce n'est pas tant le détail d'une loi économique qu'une conception réductrice de la notion de travail qui, présentée comme une extorsion de force physique à un travailleur sans ressources, élimine toute la subtilité que ce terme représente réellement dans notre langage courant. La réfutation de la formulation marxiste de l'économie prend donc un tournant plutôt philosophique à partir du travail de Polanyi. Si Baumbauer est le premier à suspecter que la terminologie marxiste est porteuse en elle-même de sous-entendus susceptibles d'influer sur les conclusions, Polanyi met les pieds dans le plat. Je cite: « Tout d'abord, la théorie économique des économistes classiques était essentiellement confuse. Le parallélisme entre la richesse et la valeur a introduit les pseudo-problèmes les plus perplexes dans presque tous les départements d'économie ricardienne. La théorie de la valeur travail, héritage d'Adam Smith, était une riche source de malentendus. À l'exception de quelques théories spéciales comme celle de la rente, de la fiscalité et du commerce extérieur, qui ont permis d'acquérir des connaissances approfondies, la théorie consistait en une tentative désespérée d'arriver à des conclusions catégoriques sur des termes vaguement définis, censés expliquer le comportement des prix, la formation des revenus, le processus de production, l'influence des coûts sur les prix, le niveau des profits, les salaires et les intérêts, dont la plupart sont restés aussi obscurs qu'auparavant. Le philosophe polonais Kolakowski va reprendre le flambeau de cette analyse et lui donner des contours plus précis. Si vous ne connaissez pas Leszek Kolakowski, il est célèbre notamment pour son histoire intellectuelle du marxisme en 3 volumes et sa connaissance encyclopédique de toutes les branches marxistes. Il a été lui-même marxiste dans sa jeunesse et sa contribution sur les idées marxistes lui a valu de nombreux prix, comme le prix John Werner Kluge en 2003. Dans le premier tome de son histoire du marxisme, Kolakowski aborde directement la question de la valeur travail en soulignant que le travail même envisagé par Marx est restrictif puisqu'il ne peut avoir qu'une origine humaine. Je cite: « L'affirmation selon laquelle le travail humain est la seule source de valeur et la distinction connexe entre travail productif et non productif ne sont pas non plus étayées par des arguments. On ne comprend pas pourquoi, lorsqu'un agriculteur utilise un cheval pour labourer sa terre, il crée lui-même de nouvelles valeurs alors que le cheval ne fait que transférer une partie de sa propre valeur au produit. Le motif de cette affirmation arbitraire semble résider dans la conclusion, si importante pour Marx, que le capital ne crée pas de valeur. » Nozick, à peu près au même moment que Kolakowski, souligne notamment la circularité des définitions dans Anarchie, État et Utopie, paru en 1974. Marx considère que la valeur d'échange d'une marchandise dépend de la quantité de travail socialement nécessaire pour la produire. Si vous vous souvenez, j'avais donné un exemple fictif d'un croissant produit par un boulanger expérimenté ou un boulanger novice dans le premier épisode de la série. Et Marx avait déjà envisagé cette réfutation et expliqué que le client n'achetait pas le croissant sauf s'il avait été produit avec un temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire en fait raisonnable. Mais comment déterminer ce temps socialement nécessaire, s'interroge malicieusement le philosophe libertarien Nozick dans son texte. Voici ce qu'il en dit, je cite: « Les questions évoquées jusqu'à présent concernent la nature du temps de travail simple et indifférencié qui doit fournir l'unité par rapport à laquelle tout le reste doit être mesuré. Nous devons maintenant introduire une complication supplémentaire. En effet, la théorie marxiste ne soutient pas que la valeur d'un objet est proportionnelle au nombre d'heures de travail simple et indifférencié qui ont été consacrées à sa production. La théorie soutient plutôt que la valeur d'un objet est proportionnelle au nombre d'heures de travail simple et indifférencié socialement nécessaires qui ont été consacrées à sa production. Pourquoi l'exigence supplémentaire que les heures de travail soient socialement nécessaires? Procédons lentement. L'exigence d'une
d'utilité d'un objet est une composante nécessaire de la théorie de la valeur travail si l'on veut éviter certaines objections. Supposons qu'une personne travaille sur un objet absolument inutile dont personne ne veut. Par exemple, elle passe des heures à faire efficacement un gros nœud. Personne d'autre ne peut le faire plus rapidement. Mais cet objet aura-t-il la valeur de toutes ces heures de travail? Une théorie ne devrait pas conclure que oui. Marx l'évite comme suit. Rien ne peut avoir de valeur sans être un objet d'utilité. Si une chose est inutile, le travail qu'elle contient l'est aussi. Le travail ne compte pas comme travail et ne crée donc pas de valeur. Ne s'agit-il pas d'une restriction ad hoc? Compte tenu du reste de la théorie, à quoi s'applique-t-elle? Pourquoi tout travail effectué efficacement ne crée-t-il pas de la valeur? Si l'on doit tenir compte du fait que le travail est utile aux gens et qu'il est réellement désiré, supposons qu'il soit utile mais que personne n'en veuille, alors peut-être qu'en ne tenant compte que des besoins qui doivent être pris en compte de toute façon, on peut obtenir une théorie complète de la valeur. Nous pouvons aborder cette question sous un autre angle. Supposons que des objets utiles soient produits aussi efficacement que possible, mais qu'ils soient produits en trop grande quantité pour être vendus à un certain prix. Le prix qui se dégage du marché est inférieur à la valeur apparente du travail des objets. Un plus grand nombre d'heures efficaces ont été consacrées à leur production que ce que les gens sont prêts à payer, à un certain prix par heure. Cela montre-t-il que le nombre d'heures moyennes consacrées à la fabrication d'un objet d'utilité significative ne détermine pas sa valeur? La réponse de Marx est que s'il y a une surproduction telle que le marché ne s'équilibre pas à un prix donné, alors le travail a été utilisé de manière inefficace. Une quantité moindre de l'objet aurait dû être fabriquée, même si le travail lui-même n'était pas inefficace. Par conséquent, toutes ces heures de travail ne constituaient pas un temps de travail socialement nécessaire. L'objet n'a pas une valeur inférieure au nombre d'heures de travail socialement nécessaires qui lui ont été consacrées, car le nombre d'heures de travail socialement nécessaires qui lui ont été consacrées est moins élevé qu'il n'y paraît. Je cite Marx. Supposons que chaque pièce de linge sur le marché ne contienne pas plus de temps de travail que ce qui est socialement nécessaire. Malgré cela, il se peut que toutes les pièces prises dans leur ensemble aient fait l'objet d'un temps de travail superflu. Si le marché ne peut pas absorber la quantité totale au prix normal de 2 shillings le mètre, cela prouve qu'une trop grande partie du travail total de la communauté a été dépensée sous forme de tissage. L'effet est le même que si chaque tisserand avait consacré plus de temps de travail à son produit particulier que ce qui est socialement nécessaire. Fin de citation de Marx. Marx estime donc que ce travail n'est pas entièrement nécessaire d'un point de vue social. Ce qui est socialement nécessaire et dans quelle mesure sera déterminé par ce qui se passe sur le marché. Il n'y a plus de théorie de la valeur travail, la notion centrale du temps de travail socialement nécessaire est elle-même définie en termes de processus et de rapports d'échange sur un marché concurrentiel. Fin de citation. Donc si vous avez suivi ce qui s'est passé dans ce petit extrait, Nozick vient en réalité d'accuser Marx de valider complètement la théorie du marché pour estimer la valeur de ce qui est produit. En fait, il a pris Marx plus ou moins à son propre jeu pour lui expliquer que même lui réfléchissait à partir du marché. Nozick pousse le raisonnement un peu plus loin pour expliciter ce qui pousse le travailleur à mettre ses heures de travail au service du capitaliste qui détient les moyens de production. La sécurité de n'avoir pas travaillé en vain. Le travailleur confie au capitaliste le soin de s'assurer qu'il pourra trouver une rémunération minimale pour les heures qu'il consacre à son travail. Je cite. Quel que soit le nombre d'heures qu'il travaille à un degré d'efficacité donné, il ne saura pas combien d'heures de travail socialement nécessaires il a effectué tant que l'on ne saura pas combien de personnes sont prêtes à acheter les produits et à quel prix. Un système de paiement en fonction du nombre d'heures de travail socialement nécessaires effectuées ne paierait donc presque pas certains travailleurs assidus, ceux qui ont travaillé pour des fabricants de cerceaux après que la mode soit passée, ou ceux qui ont travaillé dans l'usine Edsel de la Ford Motor Company, et ne paierait que très peu d'autres travailleurs. Un tel système obligerait chaque individu à essayer de prédire le marché futur du produit sur lequel il travaille. Cela serait tout à fait inefficace et inciterait ceux qui doutent du succès futur d'un produit à renoncer à un travail qu'ils peuvent bien faire, même si d'autres sont suffisamment confiants dans son succès pour risquer beaucoup sur lui. Il est clair qu'il y a des avantages à un système qui permet à des personnes de transférer des risques qu'elles ne souhaitent pas assumer et qui leur permet d'être payées un montant fixe, quel que soit le résultat des processus risqués. Alors après des attaques aussi véhémentes et après toutes ces réfutations, est-ce qu'il reste encore des croyants de la valeur travail? Mais écoutez, il y en a, il y a encore un certain nombre de marxistes pour prendre au pied de la lettre la théorie de la valeur travail telle que définie par Marx, et peut-être le plus éminent d'entre eux, ou en tout cas le plus connu d'entre eux aujourd'hui, serait Paul Cockshott. Après une licence en économie, Cockshott a obtenu un master puis une thèse en informatique, et il offre donc une perspective assez intéressante, je dois dire, à mi-chemin entre ces deux disciplines. Lui considère, dans l'un de ses papiers de recherche, comme preuve suffisante de la théorie de la valeur
travail un graphique de corrélation de la taille des marchés de chaque secteur industriel avec le nombre de travailleurs qu'elle emploie. Je laisse aux zététiciens le soin de le pourchasser de leur meilleure corrélation n'est pas causalité. Mais sa vraie proposition, la proposition intéressante qui, je pense, passionne une partie des marxistes qui sont sur YouTube, c'est de supprimer l'argent et de numériser les échanges de valeurs pour permettre une planification algorithmique de l'économie. Je cite: dans notre proposition, les gens ne seraient pas payés en argent, mais avec des comptes de travail électroniques non transférables. Les achats seraient effectués à l'aide de cartes à puce, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la différence que la seule façon d'accumuler des crédits de travail serait de travailler réellement. Plus vous travaillez d'heures, plus vous obtenez de crédits. Le prix des marchandises dans les magasins serait alors calculé en heures et le principe d'échange serait essentiellement 1 pour 1. Pour 1 heure de travail, vous obtenez des marchandises qui ont nécessité 1 heure de travail. Fin de citation, et j'en viens donc à la conclusion. On a vu dans cette vidéo un aperçu des principales réfutations à la théorie de la valeur travail telle qu'utilisée par Marx. Le point commun de la plupart de ces réfutations, c'est qu'en imposant un cadre lexical flou et arbitraire, Marx biaise sa démonstration pour établir que ni le capital ni le capitaliste ne produisent de valeur nouvelle, ce qui est précisément ce qu'il cherche à démontrer. Il m'importe assez peu au passage de savoir si Marx a biaisé son champ lexical de bonne foi ou de mauvaise foi, et je suis d'ailleurs tout disposé à croire à sa bonne foi. La première idée à retenir, c'est qu'en pratique, accepter le cadre lexical marxiste force rapidement un jeu de définition circulaire où l'on établit par exemple simultanément que toute marchandise n'a de valeur qu'à proportion du travail socialement nécessaire qu'elle a nécessité et que tout ce qui n'obéit pas à cette règle n'est pas réellement une marchandise au sens où l'entend Marx. Cet exercice intellectuel de catégoriser des terres fertiles, des fruits sauvages, des chevaux, des vaches laitières, du travail, des outils comme des marchandises ou comme du capital est plus confus qu'éclairant au sujet de l'économie et de la création de valeur, et c'est précisément d'ailleurs ce que reprochait Kolakowski, je vais encore le citer, à ce sujet. Le fait que le capital augmente les valeurs d'usage en organisant le travail n'est pas contraire aux prémices de Marx. Mais pour cette même raison, la croissance et la distribution de la richesse sociale ne sont pas liées à la théorie selon laquelle le travail est la seule source de valeur, car l'augmentation des valeurs d'échange, distincte de la question des prix et de la multiplication des marchandises, n'est en soi d'aucun intérêt pour la société. Ce qui intéresse la société, c'est la quantité de biens produits, le mode de vente et de distribution et la question de l'exploitation. Mais la théorie selon laquelle l'ouvrier est le seul créateur de valeur n'éclaire en rien ces questions. Elle ne sert qu'à susciter l'indignation devant le fait que le seul vrai producteur reçoit une si petite part du résultat de son travail, alors que le capitaliste, qui ne contribue en rien à la valeur, engrange des profits grâce à son statut de propriétaire. Fin de citation. La seconde idée à retenir, c'est qu'une part des définitions objectives dissimule des lois du marché dont l'objectivité est moins certaine. Il en va ainsi de la quantité de travail dite socialement nécessaire, qui cache dans l'appel au social un processus d'ajustement des prix qui répond aux lois du marché. La troisième et dernière idée à retenir, c'est que la répartition de la valeur est observée lorsque les échanges aboutissent. C'est une hypothèse très forte et en fait c'est une sorte de biais du survivant dans la description, puisque le capitaliste qui exploite la force de travail d'autrui a forcément réussi à vendre sa marchandise, ce qui laisse ouverte la question de savoir comment il s'assure a priori d'être rentable avant d'employer un travailleur et comment cette anticipation influence son processus de production. Nozick, à ce sujet, fait apparaître une complémentarité inattendue. C'est parce que le travailleur veut avoir la sécurité de n'avoir pas travaillé en vain qu'il est prêt à céder une part de profit à celui qui anticipe pour lui les conditions de vente de sa force de travail. Nous aborderons ce dernier point plus en détail dans un prochain épisode. Sur ce, pensez à partager cette vidéo, pensez à acheter le livre de Thomas Sowell, le dernier qu'on vient de traduire aux éditions Carmin, qui est disponible aussi en description, et prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt.